24 березня 2024 року перед консульством Російської Федерації в Монреалі відбувся мітинг до 10-х роковин незаконної анексії Криму. Війна Росії проти України почалася з Криму. Любі друзі, я дуже вдячна вам всім, хто прийшов підтримати нашу ініціативу сьогодні. Минуло вже 10 років з моменту окупації Криму та Донецької, Луганської областей. І я вважаю, що це є дуже важливим нагадувати світовій спільноті і навіть нашим співвітчизникам про те, що сталося в 2014 році, коли мільйони українців позбулись своїх домівок. Соломія Черкаська в Монреалі з 15 лютого 2024 року. Народилась в Криму. Через окупацію батьки виїхали з півострову. Через стрес від бомбардувань втратила зір. Щоб подальше бути від москалів, бо я із-за них втратила зір і не хочу це далі втрачати. А чому ти вважаєш, що дуже важливо ходити на такі маніфестації? Щоб показати, що Україні зараз біда, щоб давали більше допомоги, щоб пошвидше настала перемога. Маніфестанти пройшли ходою від консульства до площі Філіпс, де відбулась друга частина мітингу. The occupation and annexation of Crimea, for me, is not a story that takes place far from home. It is a story about my home. It is a story about how Russia stole my home from me. This story takes place in Crimea, a peninsula in the south of Ukraine, where I was born, raised, and lived my whole life until the Russians came. I loved my Crimea. It is a beautiful place. Mountains, forests, incredible coast of Black Sea. I dream of going back there once again and seeing it all again, but I cannot. Why? Because even if it may appear the same place under different flags, it is not the same place. In the matter of several years, Russia has turned a peninsula of gardens into one big military base and prison. The crackdown by the Russian authorities on the freedom of speech, peaceful assembly, happened almost overnight in Crimea. Displays of Ukrainian culture, language, music are effectively criminalized. The most prominent members and activists of the Crimean Tatar community, of people with pro-Ukrainian views, are facing ongoing repressions and have been bullied, targeted, and persecuted from the very start of the Russian occupation in 2014. I have heard this phrase, peaceful annexation, countless times when people are speaking about the annexation of Crimea, that it happened without bloodshed. But what they don't mention in these conversations are hundreds of people who have been kidnapped, tortured for opposing this peaceful annexation. They don't mention people who were either imprisoned or killed because they were perceived as a threat by Russia. Let me tell you just a few of such stories. This is Rishat Ametov, first victim of Russian occupation. He was peacefully protesting in the middle of my city, Simferopol, when he was abducted by military men and found later killed with clear signs of torture. This is Russian peaceful annexation. Next one. And this is Nariman Jalal, a personal acquaintance of mine, the person who spoke truth to power when most of the people went quiet in Crimea. Now, he is a prisoner of conscience, as he was convicted
under false charges of sabotage and sentenced to 17 years in Russian prison. And this is Kirilla Baranik, a friend of my family, an athlete from Crimea who was abducted by Russian FSB almost a year ago now, and since that time has been held behind the bars in FSB in Simferopol. He managed to pass a message to his lawyer where he stated that he was repeatedly tortured by electricity connected to his fingers and earlobes, that he was repeatedly beaten because they wanted him to sign confessions in the crimes he didn't commit. This is an example of Crimean peaceful annexation. Crimea lives under constant threat of people there being abducted, killed, or imprisoned. So when you hear the Crimea annexation described as peaceful, remember these faces, remember these stories. If Crimean annexation seems quiet, it is so because people in Crimea are fearing for their life under the system of oppression that Russia has brought to my home. I believe that Crimea will be deoccupied. I believe that I will see my home again and that I will show my home to my children. This war has started 10 years ago in Crimea, not 2 years ago. It started when the world let Russia steal my home, when the world allowed Russia to annex my Crimea. The West thought that by being soft and reasonable, they would stop Russian aggression. Now, after 2 years of full-scale invasion, after tens of thousands of Ukrainian civilians dead, can we finally admit that Russia can be stopped only by force? Can we finally admit that there can be no neutrality in the face of such an evil? Can we finally admit that pacifism is a privilege we no longer have? Слава Україні! Минуло вже 10 років з моменту окупації Кримського півострова країною-агресором. І я вважаю, що це дуже важливо нагадувати всім, світовій спільноті та навіть нашим співвітчизникам про те, що сталося в 2014 році, коли мільйони українців позбулись своїх домівок і були вимушені виїхати з рідних міст. Сьогодні ми хочемо нагадати про те, що Крим був і є українським. І нагадати своїм співвітчизникам, які знаходяться за кордоном, що ми маємо боротися за свої території. Шляхом маніфестації, волонтерської діяльності, будь-яких можливих акцій та в будь-який можливий спосіб. Україна перебуває в стані війни вже 10 років. 10 років тому, 20 лютого, на територію нашої суверенної та вільної держави вторглися російські війська. Вони порушили міжнародне право, статут ООН та будь-які людські цінності. 20 лютого 2014 року є точкою відліка, точкою неповернення для мене, Марії і ще багатьох мільйонів українців, які позараз не мають можливості повернутися додому. Довгих 3685 днів триває війна. Тому я хочу закликати всю українську громаду робити маніфестації не тільки 24 лютого на річницю повномасштабного вторгнення, а й 20 лютого щороку та 7 квітня на день окупації Криму та на день окупації Донецьких і Луганських областей. Бо саме з цих нестерпно болючих для нас і інших мільйонів українців дат почалася війна. Саме це є точкою відліка. Пам'ятайте, будь ласка, що війна триває не тільки на сході України, і що наближати нашу перемогу власноруч – це є наш прямий громадський обов'язок. Також я хочу запросити вас 7 квітня на наступну маніфестацію разом із Silent Protest, як і сьогодні, яка буде приурочена до 10-річчя окупації Донецької і Луганської областей. Волонтерте, дійте, вірте, не мовчіть і пам'ятайте, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україні! Героям слава! Салам алейкум!
Dans mon discours d'aujourd'hui, je voudrais citer les faits entourant l'occupation de la péninsule de Crimée en Ukraine. Ce faisant, je suivrai quelques extraits de l'excellent livre qui vient d'apparaître. Il s'agit du livre seulement disponible en anglais pour l'instant, Russia and Ukraine, Entangled Histories, Divergent States, par deux politologues, Maria Popova de l'Université McGill et Oksana Sheffield, une Ukrainienne de l'Université de Tufts aux États-Unis. Je recommande vivement la lecture à ceux et celles qui souhaitent en savoir davantage sur les origines de la guerre russe-ukrainienne. Certains disent que l'histoire moderne de l'Ukraine nouvellement indépendante ne remonte pas à 1991, mais plutôt à 2004. C'est en effet à cette date-là que l'Ukraine a dû se mobiliser largement pour faire respecter son droit constitutionnel à des élections libres et équitables. Je fais ici la référence à la Révolution orange de 2004-2005, qui a rétabli des élections équitables en Ukraine et porté au pouvoir le président pro-occidental Viktor Yushchenko et non le candidat pro-russe favorisé par Kremlin. En 2010, le pro-russe Viktor Yanukovych a quand même remporté les élections et un nouveau chapitre de l'histoire moderne de l'Ukraine s'est ouvert. Le chapitre sanglant, très sanglant. En février 2014, à l'issue d'une mobilisation populaire baptisée la Révolution de la dignité, plus connue sous le nom d'Euromaïdan ou simplement Maïdan, Viktor Yanukovych a été démis de ses fonctions. Presque immédiatement après l'éviction de Yanukovych par le Parlement, qui était à l'époque largement dominé par les membres de son propre parti, la Russie a lancé une agression militaire contre l'Ukraine. Comment cela s'est-il produit? Pourquoi le monde l'a-t-il accepté? À peine une semaine après la fuite de Viktor Yanukovych en Russie et son remplacement par des moyens légaux par un président intérimaire à Kiev, une opération spéciale russe secrète a remplacé le gouvernement légitime local de Crimée par des mandataires russes. Il leur a demandé de préparer la République autonome de Crimée à l'annexation par la Russie. Au matin du 27 février 2014, des soldats russes sans insigne d'identification, plus tard connus comme les petits hommes verts, en guillemets, sont entrés dans le Parlement de Crimée et ont pris le pouvoir en utilisant tactiques familières au coup d'État dans le monde entier. En d'autres termes, le coup d'État de Crimée était accompli. Le coup d'État de Crimée était accompli le 27 février 2014. Ils ont coupé les communications, les soldats russes, tenu des parlementaires en joue. Ils les ont forcés à démettre le premier ministre légitimement élu Mohilov. Et à la place, ils ont installé le chef du parti marginal qui s'appelait l'Unité russe, qui n'avait obtenu que 4% des voix lors des élections régionales en 2010 en Crimée. L'Unité russe ne détenait que 3 sur 100 sièges de l'Assemblée. C'est tout ce que vous devez savoir par rapport au soutien de la Russie en Crimée avant l'annexation russe. Le Parlement de Crimée a également été chargé d'organiser un référendum le 25 mai 2014 sur une autonomie accrue de la Crimée au sein de l'Ukraine, sans en préciser les modalités. Le processus n'avait ni légitimité procédurale, ni légitimité démocratique. Après avoir nié toute implication, bien sûr, le gouvernement russe a fini par changer son discours. Il s'est même vanté que Poutine avait personnellement donné des instructions à l'équipe d'opération spéciale pour qu'elle accomplisse sa mission spéciale en Crimée. Les actions de la Russie ont constitué une violation flagrante et évidente du droit international. Les Tatars de Crimée, un peuple autochtone de la péninsule, et d'autres résidents fidèles à l'État ukrainien ont organisé des rassemblements pro-ukrainiens, mais ils n'ont pas pu empêcher le changement du gouvernement de la Crimée forcé par la Russie ou le simulacre de référendum. Des centaines de citoyens devenus des militants de base ont organisé et participé à des rassemblements en faveur de l'Ukraine. Mon frère
étant l'un d'entre eux. Plus tard, dans la Crimée annexée, les participants des rassemblements pro-ukrainiens seront persécutés. Cela explique pourquoi mon frère et sa famille ont dû quitter la péninsule dès avril 2014, craignant pour leur sort et celui de leurs jeunes enfants. Mais pour revenir au début du mois de mars 2014, la Russie a habilement déplacé des dizaines de milliers de soldats à la demande de la marionnette installée par le Kremlin, dont le nom on ne va pas même nommer ici. Ça ne vaut pas la peine. Ne le mérite pas. La flotte russe de la mer Noire, installée dans la ville de Sébastopol, a joué un rôle déterminant dans ce premier chapitre de guerre russo-ukrainienne. Les dirigeants européens et le président américain Barack Obama ont pressé le gouvernement intérimaire de Kiev de faire preuve de retenue et de ne pas réagir militairement. Ainsi, le plan russe s'est orienté vers une tentative de donner un vernis de légalité à l'accaparement des terres ukrainiennes. Le simulacre du référendum, en guillemets, s'est tenu le 16 mars, demandant aux habitants de la péninsule d'exprimer leur opinion sur la réunification avec la Russie. Il s'est déroulé sous l'occupation militaire et sans observateurs ukrainiens ou internationaux. Seuls 5 pays l'ont reconnu en tant que référendum. Il s'agit du pays tel que la Corée du Nord en passant. Moins de 24 heures après, la Russie a officialisé sa mainmise sur le territoire de la Crimée à la grande consternation de la communauté internationale. Pourquoi l'Ukraine n'a-t-elle pas résisté? Eh bien, certains l'ont fait. Contrairement à ce que la propagande russe prétend, qu'il s'agissait d'une annexation non sanglante, en guillemets, l'officier ukrainien Serhiy Kokourine a perdu la vie en accomplissant son devoir face à des tirs ennemis. N'oublions jamais que le premier sang de la guerre russo-ukrainienne n'a pas été versé dans la région de Donbass, à l'est du pays, ou le 24 février 2022, mais le 18 mars 2014 à Simferopol. À ce jour, la liste des crimes de guerre russes s'allonge quotidiennement. Le chef du régime du Kremlin a été déclaré criminel de guerre par la Haye pour son implication dans l'enlèvement forcé des enfants ukrainiens dans le territoire occupé de l'Ukraine par la Russie. Tout le monde réuni ici est d'accord qu'il devrait être déclaré coupable de bien d'autres crimes, comme les événements de ces derniers jours l'ont montré au monde entier. Encore aujourd'hui, une partie de l'Occident continue à céder à la terreur russe et hésite à affronter le mal en cédant à son chantage nucléaire par le Kremlin, alors que l'armée ukrainienne tient le fort face aux hordes barbares. Face à l'escalade dans cette guerre génocidaire menée de la Russie contre l'Ukraine, l'Occident doit se mobiliser avec une résolution inébranlable. Cela requiert une solidarité internationale pour soutenir l'Ukraine beaucoup plus forte, similaire à notre unité face aux crises mondiales dans le passé. Il est crucial de coordonner un effort soutenu pour contrer l'annexation de la Crimée et viser une paix durable. En renforçant l'Ukraine, nous travaillons non seulement pour sa souveraineté, mais aussi pour un avenir où la force ne dicte pas les frontières internationales. Dans cet effort, nous trouvons de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles, pour un monde plus équilibré et pacifique. Pour faire réaliser cet espoir, s'il vous plaît, écrivez souvent à vos élus fédéraux pour vous assurer à ce que l'Ukraine reste... Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m'entourent parce que c'est important qu'on combatte la campagne de désinformation menée par Poutine qui essaie encore aujourd'hui de faire croire que sa guerre en Ukraine est justifiée. D'ailleurs, pour la première fois cette semaine, ils ont reconnu que c'était une guerre et non pas une opération de dénazification. Et aujourd'hui, on doit rappeler au monde
que la guerre russe en Ukraine, elle n'a pas commencé le 24 février 2022, elle a commencé en 2014 par l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. J'en profite pour rappeler qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans, ce mois-ci, le conseil municipal de la ville de Montréal, à l'unanimité, a adopté une déclaration condamnant la guerre russe en Ukraine et accordant son soutien au peuple ukrainien. Alors, merci à toutes et à tous. Slava Ukraini! Героям слава!